Chapitre 25 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 25. Porthos. Au lieu de rentrer chez lui directement, D'Artagnan mit pied à terre à la porte de M. de Tréville et monta rapidement l'escalier. Cette fois, il était décidé à lui raconter tout ce qui venait de se passer. Sans doute il lui donnerait de bons conseils dans toute cette affaire. Puis, comme M. de Tréville voyait presque journellement la reine, il pourrait peut-être tirer de sa majesté quelques renseignements sur la pauvre femme à qui l'on faisait sans doute payer son dévouement à sa maîtresse. M. de Tréville écouta le récit du jeune homme avec une gravité qui prouvait qu'il voyait autre chose dans toute cette aventure qu'une intrigue d'amour. Puis, quand D'Artagnan eut achevé, dit-il, tout ceci sans son éminence d'une lieue. Mais que faire dit D'Artagnan. Rien, absolument rien à cette heure que de quitter Paris, comme je vous l'ai dit, le plus tôt possible. Je verrai la reine, je lui raconterai les détails de la disparition de cette pauvre femme, qu'elle ignore sans doute. Ces détails la guideront de son côté, et à votre tour, peut-être aurai-je quelque bonne nouvelle à vous dire. Reposez-vous-en sur moi. D'Artagnan savait que, quoique gascon, M. de Tréville n'avait pas l'habitude de promettre, et que lorsque par hasard il promettait, il tenait plus qu'il n'avait promis. Il le salua donc, plein de reconnaissance pour le passé et pour l'avenir, et le digne capitaine, qui de son côté éprouvait un vif intérêt pour ce jeune homme si brave et si résolu, lui serra affectueusement la main en lui souhaitant un bon voyage. Décidé à mettre les conseils de M. de Tréville en pratique à l'instant même, D'Artagnan s'achemina vers la rue des Fossoyeurs, afin de veiller à la confection de son porte-manteau. En s'approchant de sa maison, il reconnut M. Bonacieux en costume du matin, debout sur le seuil de la porte. Tout ce que lui avait dit la veille le prudent Planchet sur le caractère sinistre de son hôte revint alors à l'esprit de D'Artagnan, qui le regarda plus attentivement qu'il n'avait fait encore. En effet, outre cette pâleur jaunâtre et maladive qui indique l'infiltration de la bile dans le sang, et qui pouvait d'ailleurs n'être qu'accidentelle, D'Artagnan remarqua quelque chose de sournoisement perfide dans les rides de sa face. Un fripon ne rit pas de la même façon qu'un honnête homme. Un hypocrite ne pleure pas les mêmes larmes qu'un homme de bonne foi. Toute fausseté est un masque, et si bien fait que soit le masque, on arrive toujours, avec un peu d'attention, à le distinguer du visage. Il sembla donc à D'Artagnan que M. Bonacieux portait un masque, et même que ce masque était des plus désagréables à voir. En conséquence, il allait, vaincu par sa répugnance pour cet homme, passer devant lui sans parler, quand ainsi que la veille, M. Bonacieux l'interpella. Eh bien, jeune homme, lui dit-il, il paraît que nous faisons de grasses nuits. 7 heures du matin, peste, il me semble que vous retournez tant soit peu les habitudes reçues, et que vous rentrez à l'heure où les autres sortent. On ne vous fera pas le même reproche, maître Bonacieux, dit le jeune homme, et vous êtes le modèle des gens rangés. Il est vrai que lorsque l'on possède une jeune et jolie femme, on n'a pas besoin de courir après le bonheur. C'est le bonheur qui vient vous trouver, n'est-ce pas, monsieur Bonacieux? Bonacieux devint pâle comme la mort et grimaça un sourire. Ah, ah, dit Bonacieux, vous êtes un plaisant compagnon, mais où diable avez-vous été courir cette nuit, mon jeune maître? Il paraît qu'il ne faisait pas bon dans les chemins de traverse. D'Artagnan baissa les yeux vers ses bottes toutes couvertes de boue, mais dans ce mouvement ses regards se portèrent en même temps sur les souliers et les bas du mercier. On eût dit qu'on les avait trempés dans le même bourbier. Les uns et les autres étaient maculés de taches absolument pareilles. Alors une idée subite traversa l'esprit de D'Artagnan. Ce petit homme gros, court, grisonnant, cette espèce de laquais vêtu d'un habit sombre, traité sans considération par les gens d'épée qui composaient l'escorte, c'était Bonacieux lui-même. Le mari
avait présidé à l'enlèvement de sa femme. Il prit à D'Artagnan une terrible envie de sauter à la gorge du mercier et de l'étrangler. Mais nous l'avons dit, c'était un garçon fort prudent, et il se contint. Cependant, la révolution qui s'était faite sur son visage était si visible que Bonacieux en fut effrayé et essaya de reculer d'un pas. Mais justement, il se trouvait devant le battant de la porte, qui était fermée, et l'obstacle qu'il rencontra le força de se tenir à la même place. Ah çà, mais vous qui plaisantez, mon brave homme, dit D'Artagnan, il me semble que si mes bottes ont besoin d'un coup d'éponge, vos bas et vos souliers réclament aussi un coup de brosse. Est-ce que de votre côté vous auriez aussi couru la prétentaine, maître Bonacieux? Ah diable, ceci ne serait point pardonnable à un homme de votre âge et qui, de plus, a une jeune et jolie femme comme la vôtre. Oh mon Dieu, non, dit Bonacieux. Mais hier, j'ai été à Saint-Mandé pour prendre des renseignements sur une servante dont je ne puis absolument me passer. Et comme les chemins étaient mauvais, j'en ai rapporté toute cette fange, que je n'ai pas encore eu le temps de faire disparaître. Le lieu que désignait Bonacieux comme celui qui avait été le but de sa course fut une nouvelle preuve à l'appui des soupçons qu'avait conçus d'Artagnan. Bonacieux avait dit Saint-Mandé, parce que Saint-Mandé est le point absolument opposé à Saint-Cloud. Cette probabilité lui fut une première consolation. Si Bonacieux savait où était sa femme, on pourrait toujours, en employant les moyens extrêmes, forcer le mercier à desserrer les dents et à laisser échapper son secret. Il s'agissait seulement de changer cette probabilité en certitude. Pardon, mon cher monsieur Bonacieux, si j'en use avec vous sans façon, dit D'Artagnan. Mais rien n'altère comme de ne pas dormir. J'ai donc une soif d'enrager. Permettez-moi de prendre un verre d'eau chez vous. Vous le savez, cela ne se refuse pas entre voisins. Et sans attendre la permission de son hôte, D'Artagnan entra dans la maison et jeta un coup d'œil rapide sur le lit. Le lit n'était pas défait. Bonacieux ne s'était pas couché. Il rentrait donc seulement il y avait 1 heure ou 2. Il avait accompagné sa femme jusqu'à l'endroit où on l'avait conduite, ou tout au moins jusqu'au premier relais. Merci, maître Bonacieux, dit D'Artagnan en vidant son verre. Voilà tout ce que je voulais de vous. Maintenant je rentre chez moi. Je vais faire brosser mes bottes par Planchet, et quand il aura fini, je vous l'enverrai, si vous voulez, pour brosser vos souliers. Et il quitta le mercier, tout ébahi de ce singulier adieu, et se demandant s'il ne s'était pas enferré lui-même. Sur le haut de l'escalier, il trouva Planchet tout effaré. Ah, monsieur, s'écria Planchet dès qu'il eut aperçu son maître, en voilà bien d'une autre, et il me tardait bien que vous rentrassiez. Qu'y a-t-il donc? Demanda D'Artagnan. Oh, je vous le donne en 100, monsieur, je vous le donne en 1000, de deviner la visite que j'ai reçue pour vous en votre absence. Quand cela? Il y a une demi-heure, tandis que vous étiez chez monsieur de Tréville. Et qui donc est venu? Voyons, parle. Monsieur de Cavois. Monsieur de Cavois? En personne. Le capitaine des gardes de son éminence? Lui-même. Il venait m'arrêter? Je m'en suis douté, monsieur, et cela malgré son air patelin. Il avait l'air patelin, dis-tu? C'est-à-dire qu'il était tout miel, monsieur. Vraiment. Il venait, disait-il, de la part de son éminence, qui vous voulait beaucoup de bien, vous prier de le suivre au Palais-Royal. Et tu lui as répondu que la chose était impossible, attendu que vous étiez hors de la maison, comme il le pouvait voir. Alors qu'a-t-il dit? Que vous ne manquiez pas de passer chez lui dans la journée. Puis il a ajouté tout bas: dis à ton maître que son éminence est parfaitement disposée pour lui et que sa fortune dépend peut-être de cette entrevue. Le piège est assez maladroit pour le cardinal, reprit en souriant le jeune homme. Aussi je l'ai vu, le piège, et j'ai répondu que vous seriez désespéré à votre retour. Où est-il allé? A demandé m de Cavois. À Troyes en Champagne, ai-je répondu. Et quand est-il parti? Hier soir. Planchet, mon ami, interrompit D'Artagnan, tu es véritablement un homme précieux. Vous comprenez, monsieur, j'ai pensé qu'il serait toujours temps, si vous désirez voir monsieur de Cavois,
de me démentir en disant que vous n'étiez point parti. Ce serait moi, dans ce cas, qui aurais fait le mensonge, et comme je ne suis pas gentilhomme, moi je puis mentir. Rassure-toi, Planchet, tu conserveras ta réputation d'homme véridique. Dans un quart d'heure, nous partons. C'est le conseil que j'allais donner à monsieur. Et où allons-nous, sans être trop curieux? Pardieu, du côté opposé à celui vers lequel tu as dit que j'étais allé. D'ailleurs, n'as-tu pas autant de hâte d'avoir des nouvelles de Grimaud, de Mousqueton et de Bazin que j'en ai, moi, de savoir ce que sont devenus Athos, Porthos et Aramis? Si fait, monsieur, dit Planchet, et je partirai quand vous voudrez. L'air de la province vaut mieux pour nous, à ce que je crois, en ce moment, que l'air de Paris. Ainsi donc, fais notre paquet, Planchet, et partons. Moi, je m'en vais devant, les mains dans mes poches, pour qu'on ne se doute de rien. Tu me rejoindras à l'hôtel des Gardes. À propos, Planchet, je crois que tu as raison à l'endroit de notre hôte, et que c'est décidément une affreuse canaille. Oh, croyez-moi, monsieur, quand je vous dis quelque chose, je suis physionomiste, moi. Allez. D'Artagnan descendit le premier, comme la chose avait été convenue. Puis, pour n'avoir rien à se reprocher, il se dirigea une dernière fois vers la demeure de ses trois amis. On n'avait reçu aucune nouvelle d'eux. Seulement une lettre, toute parfumée et d'une écriture élégante et menue, était arrivée pour Aramis. D'Artagnan s'en chargea. 10 minutes après, Planchet le rejoignait dans les écuries de l'hôtel des Gardes. D'Artagnan, pour qu'il n'eût pas de temps perdu, avait déjà sellé son cheval lui-même. C'est bien, dit-il à Planchet, lorsque celui-ci eut joint le porte-manteau à l'équipement. Maintenant, selle les trois autres et partons. Croyez-vous que nous irons plus vite avec chacun 2 chevaux demanda Planchet avec son air narquois. Non, monsieur le mauvais plaisant, répondit D'Artagnan, mais avec nos 4 chevaux, nous pourrons ramener nos 3 amis, si toutefois nous les retrouvons vivants. Ce qui serait une grande chance, répondit Planchet. Mais enfin, il ne faut pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Amen, dit D'Artagnan, en enfourchant son cheval. Et tous deux sortirent de l'hôtel des Gardes, s'éloignant chacun par un bout de la rue, l'un devant quitter Paris par la barrière de la Villette et l'autre par la barrière de Montmartre, pour se rejoindre au-delà de Saint-Denis, manœuvre stratégique qui, ayant été exécutée avec une égale ponctualité, fut couronnée des plus heureux résultats. D'Artagnan et Planchet entrèrent ensemble à Pierrefitte. Planchet était plus courageux, il faut le dire, le jour que la nuit. Cependant, sa prudence naturelle ne l'abandonnait pas un instant. Il n'avait oublié aucun des incidents du premier voyage, et il tenait pour ennemis tous ceux qu'il rencontrait sur sa route. Il en résultait qu'il avait sans cesse le chapeau à la main, ce qui lui valait de sévères mercuriales de la part de D'Artagnan, qui craignait que, grâce à cet excès de politesse, on ne le prît pour le valet d'un homme de peu. Cependant, soit qu'effectivement les passants fussent touchés de l'urbanité de Planchet, soit que cette fois personne ne fût aposté sur la route du jeune homme, nos 2 voyageurs arrivèrent à Chantilly sans accident aucun et descendirent à l'hôtel du Grand Saint-Martin, le même dans lequel ils s'étaient arrêtés lors de leur premier voyage. L'hôte, en voyant un jeune homme suivi d'un laquais et de 2 chevaux de main, s'avança respectueusement sur le seuil de la porte. Or, comme il avait déjà fait 11 heures, D'Artagnan jugea à propos de s'arrêter. Que Porthos fût ou ne fût pas dans l'hôtel. Peut-être n'était-il pas prudent de s'informer du premier coup de ce qu'était devenu le mousquetaire. Il résulta de ces réflexions que D'Artagnan, sans demander aucune nouvelle de qui que ce fût, descendit, recommanda les chevaux à son laquais, entra dans une petite chambre destinée à recevoir ceux qui désiraient être seuls, et demanda à son hôte une bouteille de son meilleur vin et un déjeuner aussi bon que possible. Demande qui corrobora encore la bonne opinion que l'aubergiste avait prise de son voyageur à la première vue. Aussi, D'Artagnan fut-il servi avec une célérité miraculeuse. Le régiment des gardes se recrutait parmi les premiers gentilshommes du royaume, et D'Artagnan, suivi d'un laquais et voyageant avec 4 chevaux magnifiques, ne pouvait, malgré la simplicité de son uniforme, manquer de faire sensation.
l'hôte voulut le servir lui-même. Ce que voyant, D'Artagnan fit apporter 2 verres et entama la conversation suivante. Ma foi, mon cher hôte, dit D'Artagnan en remplissant les 2 verres, je vous ai demandé de votre meilleur vin, et si vous m'avez trompé, vous allez être puni par où vous avez péché, attendu que, comme je déteste boire seul, vous allez boire avec moi. Prenez donc ce verre et buvons. À quoi boirons-nous, voyons, pour ne blesser aucune susceptibilité? Buvons à la prospérité de votre établissement. Votre seigneurie me fait honneur, dit l'hôte, et je la remercie bien sincèrement de son bon souhait. Mais ne vous y trompez pas, dit D'Artagnan, il y a plus d'égoïsme peut-être que vous ne le pensez dans mon toast. Il n'y a que les établissements qui prospèrent dans lesquels on soit bien reçu. Dans les hôtels qui perclitent, tout va à la débandade, et le voyageur est victime des embarras de son hôte. Or moi qui voyage beaucoup, et surtout sur cette route, je voudrais voir tous les aubergistes faire fortune. En effet, dit l'hôte, il me semble que ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur. Bah, je suis passé 10 fois peut-être à Chantilly, et sur les 10 fois, je me suis arrêté au moins 3 ou 4 fois chez vous. Tenez, j'y étais encore il y a 10 ou 12 jours à peu près. Je faisais la conduite à mes amis, des mousquetaires, à telle enseigne que l'un d'eux s'est pris de dispute avec un étranger, un inconnu, un homme qui lui a cherché je ne sais quelle querelle. Ah, oui, vraiment, dit l'hôte, je me le rappelle parfaitement. N'est-ce pas de monsieur Porthos que votre seigneurie veut me parler? C'est justement le nom de mon compagnon de voyage. Mon Dieu, mon cher hôte, dites-moi, lui serait-il arrivé malheur? Mais votre seigneurie a dû remarquer qu'il n'a pas pu continuer sa route. En effet, il nous avait promis de nous rejoindre et nous ne l'avons pas revu. Il nous a fait l'honneur de rester ici. Comment? Il vous a fait l'honneur de rester ici? Oui, monsieur, dans cet hôtel. Nous sommes même bien inquiets. Et de quoi? De certaines dépenses qu'il a faites. Eh bien, mais les dépenses qu'il a faites, il les paiera. Ah, monsieur, vous me mettez véritablement du baume dans le sang. Nous avons fait de fort grandes avances, et ce matin encore le chirurgien nous déclarait que si M. Porthos ne le payait pas, c'était à moi qu'il s'en prendrait, attendu que c'était moi qui l'avais envoyé chercher. Mais Porthos est donc blessé? Je ne saurais vous le dire, monsieur. Comment vous ne sauriez me le dire? Vous devriez cependant être mieux informé que personne. Oui, mais dans notre état, nous ne disons pas tout ce que nous savons, monsieur, surtout quand on nous a prévenus que nos oreilles répondraient pour notre langue. Eh bien, puis-je voir Porthos? Certainement, monsieur. Prenez l'escalier, montez au premier et frappez au numéro 1. Seulement, prévenez que c'est vous. Comment? Que je prévienne que c'est moi? Oui, car il pourrait vous arriver malheur. Et quel malheur voulez-vous qu'il m'arrive? Monsieur Porthos peut vous prendre pour quelqu'un de la maison, et dans un mouvement de colère vous passer son épée à travers le corps ou vous brûler la cervelle. Que lui avez-vous donc fait? Nous lui avons demandé de l'argent. Ah, diable, je comprends cela. C'est une demande que Porthos reçoit très mal quand il n'est pas en fonds, mais je sais qu'il devait y être. C'est ce que nous avons pensé aussi, monsieur. Comme la maison est fort régulière et que nous faisons nos comptes toutes les semaines, au bout de 8 jours, nous lui avons présenté notre note. Mais il paraît que nous sommes tombés dans un mauvais moment, car au premier mot que nous avons prononcé sur la chose, il nous a envoyés à tous les diables. Il est vrai qu'il avait joué la veille. Comment? Il avait joué la veille? Et avec qui? Oh mon Dieu, qui sait cela? Avec un seigneur qui passait et auquel il avait fait proposer une partie de lansquenet. C'est cela, le malheureux aura tout perdu. Jusqu'à son cheval, monsieur, car lorsque l'étranger a été pour partir, nous nous sommes aperçus que son laquais sellait le cheval de M. Porthos. Alors nous lui en avons fait l'observation, mais il nous a répondu que nous nous mêlions de ce qui ne nous regardait pas, et que ce cheval était à lui. Nous avons aussitôt fait prévenir M. Porthos de ce qui se passait, mais il nous a fait dire que nous étions des taquins de douter de la parole d'un gentilhomme, et que, puisque celui-là avait dit que le cheval était à lui, il fallait bien que cela fût. Je le reconnais bien là, murmura D'Artagnan. Alors,
continua l'hôte, je lui fis répondre que du moment où nous paraissions destinés à ne pas nous entendre à l'endroit du paiement, j'espérais qu'il aurait au moins la bonté d'accorder la faveur de sa pratique à mon confrère le maître de l'Aigle d'Or. Mais M. Porthos me répondit que mon hôtel était le meilleur, il désirait y rester. Cette réponse était trop flatteuse pour que j'insistasse sur son départ. Je me bornai donc à le prier de me rendre sa chambre, qui est la plus belle de l'hôtel, et de se contenter d'un joli petit cabinet au troisième. Mais à ceci, M. Porthos répondit que, comme il attendait d'un moment à l'autre sa maîtresse, qui était une des plus grandes dames de la cour, je devais comprendre que la chambre qu'il me faisait l'honneur d'habiter chez moi était encore bien médiocre pour une pareille personne. Cependant, tout en reconnaissant la vérité à ce qu'il disait, je crus devoir insister. Mais sans même se donner la peine d'entrer en discussion avec moi, il prit son pistolet, le mit sur la table de nuit, et déclara qu'au premier mot qu'on lui dirait d'un déménagement quelconque, à l'extérieur ou à l'intérieur, il brûlerait la cervelle à celui qui serait assez imprudent pour se mêler d'une chose qui ne regardait que lui. Aussi, depuis ce temps-là, monsieur, personne n'entre plus dans sa chambre, si ce n'est son domestique. Mousqueton est donc ici? Oui, monsieur. 5 jours après son départ, il est revenu de fort mauvaise humeur de son côté. Il paraît que lui aussi a eu du désagrément dans son voyage. Malheureusement, il est plus ingambe que son maître, ce qui fait que pour son maître, il met tout sens dessus dessous, attendu que, comme il pense qu'on pourrait lui refuser ce qu'il demande, il prend tout ce dont il a besoin sans demander. Le fait est, répondit d'Artagnan, que j'ai toujours remarqué dans Mousqueton un dévouement et une intelligence très supérieurs. Cela est possible, monsieur, mais supposez qu'il m'arrive seulement 4 fois par an de me trouver en contact avec une intelligence et un dévouement semblables, et je suis un homme ruiné. Non, car Porthos vous paiera. Fit l'hôtelier d'un ton de doute. C'est le favori d'une très grande dame, qui ne le laissera pas dans l'embarras pour une misère comme celle qu'il vous doit. Si j'ose dire ce que je crois là-dessus. Ce que vous croyez? Je dirai plus ce que je sais. Ce que vous savez? Et même ce dont je suis sûr. Et de quoi êtes-vous sûr, voyons? Je dirai que je connais cette grande dame. Vous? Oui, moi. Et comment la connaissez-vous? Oh, monsieur, si je croyais pouvoir me fier à votre discrétion. Parlez, et foi de gentilhomme, vous n'aurez pas à vous repentir de votre confiance. Eh bien, monsieur, vous concevez, l'inquiétude fait faire bien des choses. Qu'avez-vous fait? Oh, d'ailleurs, rien qui ne soit dans le droit d'un créancier. Enfin, M. Porthos nous a remis un billet pour cette duchesse, en nous recommandant de le jeter à la poste. Son domestique n'était pas encore arrivé. Comme il ne pouvait pas quitter sa chambre, il fallait bien qu'il nous chargeât de ses commissions. Ensuite, au lieu de mettre la lettre à la poste, ce qui n'est jamais bien sûr, j'ai profité de l'occasion de l'un de mes garçons qui allait à Paris, et je lui ai ordonné de la remettre à cette duchesse elle-même. C'était remplir les intentions de M. Porthos, qui nous avait si fort recommandé cette lettre, n'est-ce pas? À peu près. Eh bien, monsieur, savez-vous ce que c'est que cette grande dame? Non, j'en ai entendu parler à Porthos, voilà tout. Savez-vous ce que c'est que cette prétendue duchesse? Je vous le répète, je ne la connais pas. C'est une vieille procureuse au Châtelet, monsieur, nommée Madame Coquenard, laquelle a au moins 50 ans et se donne des airs d'être jalouse. Cela me paraissait aussi fort singulier, une princesse qui demeure rue aux Ours. Comment savez-vous cela? Parce qu'elle s'est mise dans une grande colère en recevant la lettre, disant que M. Porthos était un volage, et que c'était encore pour quelque femme qu'il avait reçu ce coup d'épée. Mais il a donc reçu un coup d'épée? Oh mon Dieu, qu'ai-je dit là? Vous avez dit que Porthos avait reçu un coup d'épée. Oui, mais il m'avait si fort défendu de le dire. Pourquoi cela? Dame, monsieur, parce qu'il s'était vanté de perforer cet étranger avec lequel vous l'avez laissé en dispute, et que c'est cet étranger, au contraire, qui, malgré toutes ses rodomontades, l'a couché sur le carreau. Or, comme M. Porthos est un homme fort glorieux, excepté envers la duchesse, qu'il avait cru intéresser en lui faisant le récit de son aventure,
il ne veut avouer à personne que c'est un coup d'épée qu'il a reçu. Ainsi, c'est donc un coup d'épée qui le retient dans son lit. Et un maître coup d'épée, je vous l'assure. Il faut que votre ami ait l'âme chevillée dans le corps. Vous étiez donc là? Monsieur, je les avais suivis par curiosité, de sorte que j'ai vu le combat sans que les combattants me vissent. Et comment cela s'est-il passé? Oh, la chose n'a pas été longue, je vous en réponds. Ils se sont mis en garde. L'étranger a fait une feinte et s'est fendu. Tout cela si rapidement que, lorsque M. Porthos est arrivé à la parade, il avait déjà 3 pouces de fer dans la poitrine. Il est tombé en arrière. L'étranger lui a mis aussitôt la pointe de son épée à la gorge, et M. Porthos, se voyant à la merci de son adversaire, s'est avoué vaincu. Sur quoi l'étranger lui a demandé son nom, et apprenant qu'il s'appelait M. Porthos, et non M. d'Artagnan, lui a offert son bras, l'a ramené à l'hôtel, est monté à cheval, et a disparu. Ainsi, c'est à M. d'Artagnan qu'en voulait cet étranger? Il paraît que oui. Et savez-vous ce qu'il est devenu? Non, je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce moment, et nous ne l'avons pas revu depuis. Très bien. Je sais ce que je voulais savoir. Maintenant, vous dites que la chambre de Porthos est au premier, numéro 1? Oui, monsieur, la plus belle de l'auberge. Une chambre que j'aurais déjà eu 10 fois l'occasion de louer. Bah, tranquillisez-vous, dit D'Artagnan en riant. Porthos vous paiera avec l'argent de la duchesse Coquenard. Oh, monsieur, procureuse ou duchesse, si elle lâchait les cordons de sa bourse, ce ne serait rien. Mais elle a positivement répondu qu'elle était lasse des exigences et des infidélités de M. Porthos, et qu'elle ne lui enverrait pas un denier. Et avez-vous rendu cette réponse à votre hôte? Nous nous en sommes bien gardés. Il aurait vu de quelle manière nous avions fait la commission. Si bien qu'il attend toujours son argent. Oh mon Dieu, oui. Hier encore il a écrit, mais cette fois c'est son domestique qui a mis la lettre à la poste. Et vous dites que la procureuse est vieille et laide. 50 ans au moins, monsieur, et pas belle du tout, à ce qu'a dit Patot. En ce cas, soyez tranquille, elle se laissera attendrir. D'ailleurs, Porthos ne peut pas vous devoir grand-chose. Comment? Pas grand-chose. Une vingtaine de pistoles déjà, sans compter le médecin. Oh, il ne se refuse rien. Allez, on voit qu'il est habitué à bien vivre. Eh bien, si sa maîtresse l'abandonne, il trouvera des amis, je vous le certifie. Ainsi, mon cher hôte, n'ayez aucune inquiétude, et continuez d'avoir pour lui tous les soins qu'exige son état. Monsieur m'a promis de ne pas parler de la procureuse et de ne pas dire un mot de la blessure. C'est chose convenue, vous avez ma parole. Oh, c'est qu'il me tuerait, voyez-vous. N'ayez pas peur, il n'est pas si diable qu'il en a l'air. En disant ces mots, D'Artagnan monta l'escalier, laissant son hôte un peu plus rassuré à l'endroit de 2 choses auxquelles il paraissait beaucoup tenir, sa créance et sa vie. Au haut de l'escalier, sur la porte la plus apparente du corridor, était tracé, à l'encre noire, un numéro 1 gigantesque. D'Artagnan frappa un coup, sur l'invitation du passé-outre qui lui vint de l'intérieur, il entra. Porthos était couché et faisait une partie de lansquenet avec Mousqueton pour s'entretenir la main, tandis qu'une broche chargée de perdrix tournait devant le feu et qu'à chaque coin d'une grande cheminée bouillaient sur dos réchaud 2 casseroles, d'où s'exhalait une double odeur de gibelotte et de matelote qui réjouissait l'odorat. En outre, le haut d'un secrétaire et le marbre d'une commode étaient couverts de bouteilles vides. À la vue de son ami, Porthos jeta un cri de joie, et Mousqueton, se levant respectueusement, lui céda la place et s'en alla donner un coup d'œil aux 2 casseroles, dont il paraissait avoir l'inspection particulière. Ah, pardieu, c'est vous, dit Porthos à D'Artagnan. Soyez le bienvenu, et excusez-moi si je ne vais pas au-devant de vous. Mais, ajouta-t-il, en regardant D'Artagnan avec une certaine inquiétude, vous savez ce qui m'est arrivé? Non. L'hôte ne vous a rien dit? J'ai demandé après vous, et je suis monté tout droit. Porthos parut respirer plus librement. Et que vous est-il donc arrivé, mon cher Porthos? Continua D'Artagnan. Il m'est arrivé qu'en me fendant sur mon adversaire, à qui j'avais déjà allongé 3 coups d'épée,
et avec lequel je voulais en finir d'un quatrième, mon pied a porté sur une pierre, et je me suis foulé le genou. Vraiment. D'honneur. Heureusement pour le maraud, car je ne l'aurais laissé que mort sur la place, je vous en réponds. Et qu'est-il devenu? Oh, je n'en sais rien. Il en a eu assez, et il est parti sans demander son reste. Mais vous, mon cher D'Artagnan, que vous est-il arrivé? De sorte, continua D'Artagnan, que cette foulure, mon cher Porthos, vous retient au lit? Oh mon Dieu, oui, voilà tout. Du reste, dans quelques jours je serai sur pied. Pourquoi alors ne vous êtes-vous pas fait transporter à Paris? Vous devez vous ennuyer cruellement ici. C'était mon intention, mais mon cher ami, il faut que je vous avoue une chose. Laquelle? C'est que comme je m'ennuyais cruellement, ainsi que vous le dites, et que j'avais dans ma poche les 75 pistoles que vous m'aviez distribuées, j'ai, pour me distraire, fait monter près de moi un gentilhomme, qui était de passage, et auquel j'ai proposé de faire une partie de dés. Il a accepté, et ma foi, mes 75 pistoles sont passées de ma poche dans la sienne, sans compter mon cheval, qu'il a encore emporté par-dessus le marché. Mais vous, mon cher D'Artagnan, que voulez-vous, mon cher Porthos? On ne peut pas être privilégié de toute façon, dit D'Artagnan. Vous savez le proverbe, malheureux au jeu, heureux en amour. Vous êtes trop heureux en amour pour que le jeu ne se venge pas. Mais que vous importe à vous les revers de la fortune? N'avez-vous pas, heureux coquin que vous êtes, n'avez-vous pas votre duchesse, qui ne peut manquer de vous venir en aide? Eh bien, voyez, mon cher D'Artagnan, comme je joue de guignon, répondit Porthos, de l'air le plus dégagé du monde. Je lui ai écrit de m'envoyer quelques 50 louis dont j'avais absolument besoin, vu la position où je me trouvais. Eh bien, eh bien, il faut qu'elle soit dans ses terres, car elle ne m'a pas répondu. Vraiment? Non. Aussi, je lui ai adressé hier une seconde épître, plus pressante encore que la première. Mais vous voilà, mon très cher. Parlons de vous. Je commençais, je vous l'avoue, à être dans une certaine inquiétude sur votre compte. Mais votre hôte se conduit bien envers vous, à ce qu'il paraît, mon cher Porthos, dit D'Artagnan, montrant au malade les casseroles pleines et les bouteilles vides. Coup-ci, répondit Porthos. Il y a déjà 3 ou 4 jours que l'impertinent m'a montré son compte, et que je les ai mis à la porte, son compte et lui, de sorte que je suis ici comme une façon de vainqueur, comme une manière de conquérant. Aussi, vous le voyez, craignant toujours d'être forcé dans la position, je suis armé jusqu'aux dents. Cependant, dit en riant D'Artagnan, il me semble que de temps en temps vous faites des sorties. Et il montrait du doigt les bouteilles et les casseroles. Non, pas moi, malheureusement, dit Porthos. Cette misérable foulure me retient au lit. Mais Mousqueton bat la campagne, et il rapporte des vivres. Mousqueton, mon ami, continua Porthos, vous voyez qu'il nous arrive du renfort. Il nous faudra un supplément de victuailles. Mousqueton, dit D'Artagnan, il faudra que vous me rendiez un service. Lequel, monsieur? C'est de donner votre recette à Planchet. Je pourrais me trouver assiégé à mon tour, et je ne serais pas fâché qu'il me fît jouir des mêmes avantages dont vous gratifiez votre maître. Eh mon Dieu, monsieur, dit Mousqueton d'un air modeste, rien de plus facile. Il s'agit d'être adroit, voilà tout. J'ai été élevé à la campagne, et mon père, dans ses moments perdus, était quelque peu braconnier. Et le reste du temps, que faisait-il? Monsieur, il pratiquait une industrie que j'ai toujours trouvée assez heureuse. Laquelle? Comme c'était au temps des guerres des catholiques et des huguenots, et qu'il voyait les catholiques exterminer les huguenots, et les huguenots exterminer les catholiques, le tout au nom de la religion, il s'était fait une croyance mixte, ce qui lui permettait d'être tantôt catholique, tantôt huguenot. Or, il se promenait habituellement, son escopette sur l'épaule, derrière les haies qui bordent les chemins, et quand il voyait venir un catholique seul, la religion protestante l'emportait aussitôt dans son esprit. Il abaissait son escopette dans la direction du voyageur, puis, lorsqu'il était à 10 pas de lui, il entamait un dialogue qui finissait presque toujours par l'abandon que le voyageur faisait de sa bourse pour sauver sa vie. Il va sans dire que, lorsqu'il voyait venir un huguenot, il se sentait pris d'un zèle catholique si ardent
qu'il ne comprenait pas comment, un quart d'heure auparavant, il avait pu avoir des doutes sur la supériorité de notre sainte religion. Car moi, monsieur, je suis catholique. Mon père, fidèle à ses principes, ayant fait mon frère aîné huguenot. Et comment a fini ce digne homme demanda d'Artagnan. Oh, de la façon la plus malheureuse, monsieur. Un jour, il s'était trouvé pris dans un chemin creux entre un huguenot et un catholique à qui il avait déjà eu affaire, et qui le reconnurent tous deux, de sorte qu'ils se réunirent contre lui et le pendirent à un arbre, puis vinrent se vanter de la belle équipée qu'ils avaient faite dans le cabaret du premier village où nous étions à boire, mon frère et moi. Et que fîtes-vous dit d'Artagnan. Nous les laissâmes dire, reprit Mousqueton. Puis, comme en sortant de ce cabaret, ils prenaient chacun une route opposée, mon frère alla s'embusquer sur le chemin du catholique, et moi sur celui du protestant. 2 heures après, tout était fini. Nous leur avions fait chacun son affaire, tout en admirant la prévoyance de notre pauvre père, qui avait pris la précaution de nous élever chacun dans une religion différente. En effet, comme vous le dites, Mousqueton, votre père me paraît avoir été un gaillard fort intelligent. Et vous dites donc que dans ses moments perdus, le brave homme était braconnier? Oui, monsieur, et c'est lui qui m'a appris à nouer un collet et à placer une ligne de fond. Il en résulte que, lorsque j'ai vu que notre gredin d'hôte nous nourrissait d'un tas de grosses viandes bonnes pour les manants et qui n'allaient point à 2 estomacs aussi débilités que les nôtres, je me suis remis quelque peu à mon ancien métier. Tout en me promenant dans le bois de monsieur le prince, j'ai tendu des collets dans les passées. Tout en me couchant au bord des pièces d'eau de son altesse, j'ai glissé des lignes dans les étangs. De sorte que maintenant, grâce à Dieu, nous ne manquons pas, comme monsieur peut s'en assurer, de perdrix et de lapins, de carpes et d'anguilles. Tout aliment léger et sain, convenable pour les malades. Mais le vin, dit d'Artagnan, qui fournit le vin? C'est votre hôte? C'est-à-dire, oui et non. Comment oui et non? Il le fournit, il est vrai, mais il ignore qu'il a cet honneur. Expliquez-vous, Mousqueton, votre conversation est pleine de choses instructives. Voici, monsieur, le hasard a fait que j'ai rencontré dans mes pérégrinations un Espagnol qui avait vu beaucoup de pays, et entre autres le Nouveau Monde. Quel rapport le Nouveau Monde peut-il avoir avec les bouteilles qui sont sur ce secrétaire et sur cette commode? Patience, monsieur, chaque chose viendra à son tour. C'est juste, Mousqueton, je m'en rapporte à vous et j'écoute. Cet Espagnol avait à son service un laquais qui l'avait accompagné dans son voyage au Mexique. Ce laquais était mon compatriote, de sorte que nous nous liâmes d'autant plus rapidement qu'il y avait entre nous de grands rapports de caractère. Nous aimions tous deux la chasse par-dessus tout, de sorte qu'il me racontait comment, dans les plaines de Pampas, les naturels du pays chassent le tigre et les taureaux avec de simples nœuds coulants qu'ils jettent au cou de ces terribles animaux. D'abord, je ne pouvais pas croire qu'on pût en arriver à ce degré d'adresse, de jeter à 20 ou 30 pas l'extrémité d'une corde où l'on veut, mais devant la preuve, il fallait bien reconnaître la vérité du récit. Mon ami plaçait une bouteille à 30 pas, et à chaque coup, il lui prenait le goulot dans un eau coulant. Je me livrai à cet exercice, et comme la nature m'a doué de quelques facultés, aujourd'hui, je jette le lasso aussi bien comme du monde. Eh bien, comprenez-vous, notre hôte a une cave très bien garnie, mais dont la clef ne le quitte pas. Seulement, cette cave a un soupirail. Or, par ce soupirail, je jette le lasso, et comme je sais maintenant où est le bon coin, j'y puise. Voilà, monsieur, comment le Nouveau Monde se trouve être en rapport avec les bouteilles qui sont sur cette commode et sur ce secrétaire. Maintenant, voulez-vous goûter notre vin, et sans prévention, vous nous direz ce que vous en pensez. Merci, mon ami, merci. Malheureusement, je viens de déjeuner. Eh bien, dit Porthos, je mets la table. Mets la table, Mousqueton, et tandis que nous déjeunerons, nous, D'Artagnan nous racontera ce qu'il est devenu lui-même depuis 10 jours qu'il nous a quittés. Volontiers, dit d'Artagnan. Tandis que Porthos et Mousqueton déjeunaient avec des appétits de convalescents et cette cordialité de frères qui rapproche les hommes dans le malheur, d'Artagnan raconta
comment Aramis blessé avait été forcé de s'arrêter à Crèvecoeur, comment il avait laissé Athos à se débattre à Amiens entre les mains de 4 hommes qu'il accusait d'être un faux-monnayeur, et comment lui, d'Artagnan, avait été forcé de passer sur le ventre du comte de Wardes pour arriver jusqu'en Angleterre. Mais là s'arrêta la confidence de d'Artagnan. Il annonça seulement qu'à son retour de la Grande-Bretagne, il avait ramené 4 chevaux magnifiques, dont un pour lui et un autre pour chacun de ses compagnons. Puis il termina en annonçant à Porthos que celui qui lui était destiné était déjà installé dans l'écurie de l'hôtel. En ce moment, Planchet entra. Il prévenait son maître que les chevaux étaient suffisamment reposés et qu'il serait possible d'aller coucher à Clermont. Comme d'Artagnan était à peu près rassuré sur Porthos et qu'il lui tardait d'avoir des nouvelles de ses 2 amis, il tendit la main au malade et le prévint qu'il allait se mettre en route pour continuer ses recherches. Au reste, comme il comptait revenir par la même route, si dans 7 ou 8 jours Porthos était encore à l'hôtel du Grand Saint-Martin, il le reprendrait en passant. Porthos répondit que, selon toute probabilité, sa foulure ne lui permettait pas de s'éloigner d'ici là. D'ailleurs, il fallait qu'il restât à Chantilly pour attendre une réponse de sa duchesse. D'Artagnan lui souhaita cette réponse prompte et bonne, et après avoir recommandé de nouveau Porthos à Mousqueton et payé sa dépense à l'hôte, il se remit en route avec Planchet, déjà débarrassé d'un de ses chevaux de main. Fin du chapitre 25. Chapitre 26 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 26. La thèse d'Aramis. D'Artagnan n'avait rien dit à Porthos de sa blessure ni de sa procureuse. C'était un garçon fort sage que notre Béarnais, si jeune qu'il fût. En conséquence, il avait fait semblant de croire tout ce que lui avait raconté le glorieux mousquetaire, convaincu qu'il n'y a pas d'amitié qui tienne à un secret surpris, surtout quand ce secret intéresse l'orgueil. Puis, on a toujours une certaine supériorité morale sur ceux dont on sait la vie. Or d'Artagnan, dans ses projets d'intrigue à venir, et décidé qu'il était à faire de ses 3 compagnons les instruments de sa fortune, d'Artagnan n'était pas fâché de réunir d'avance dans sa main les fils invisibles à l'aide desquels il comptait les mener. Cependant, tout le long de la route, une profonde tristesse lui serrait le cœur. Il pensait à cette jeune et jolie madame Bonacieux qui devait lui donner le prix de son dévouement. Mais hâtons-nous de le dire, cette tristesse venait moins chez le jeune homme du regret de son bonheur perdu que de la crainte qu'il éprouvait qu'il n'arrivât malheur à cette pauvre femme. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Elle était victime d'une vengeance du cardinal, et comme on le sait, les vengeances de son éminence étaient terribles. Comment avait-il trouvé grâce devant les yeux du ministre? C'est ce qu'il ignorait lui-même, et sans doute ce que lui eût révélé M. de Cavois, si le capitaine des gardes l'eût trouvé chez lui. Rien ne fait marcher le temps et n'abrège la route comme une pensée qui absorbe en elle-même toutes les facultés de l'organisation de celui qui pense. L'existence extérieure ressemble alors à un sommeil dont cette pensée est le rêve. Par son influence, le temps n'a plus de mesure, l'espace n'a plus de distance. On part d'un lieu et l'on arrive à un autre, voilà tout. De l'intervalle parcouru, rien ne reste présent à votre souvenir qu'un brouillard vague dans lequel s'effacent 1000 images confuses d'arbres, de montagnes et de paysages. Ce fut en proie à cette hallucination que d'Artagnan franchit, à l'allure que voulut prendre son cheval, les 6 ou 8 lieues qui séparent Chantilly de Crèvecoeur, sans qu'en arrivant dans ce village, il se souvînt d'aucune des choses qu'il avait rencontrées sur sa route.
Là seulement, la mémoire lui revint. Il secoua la tête, aperçut le cabaret où il avait laissé Aramis, et mettant son cheval au trot, il s'arrêta à la porte. Cette fois, ce ne fut pas un hôte, mais une hôtesse qui le reçut. D'Artagnan était physionomiste. Il enveloppa d'un coup d'œil la grosse figure réjouie de la maîtresse du lieu, et comprit qu'il n'avait pas besoin de dissimuler avec elle, et qu'il n'avait rien à craindre de la part d'une si joyeuse physionomie. Ma bonne dame, lui demanda d'Artagnan, pourriez-vous me dire ce qu'est devenu un de mes amis que nous avons été forcés de laisser ici il y a une douzaine de jours? Un beau jeune homme de 23 à 24 ans, doux, aimable, bien fait? C'est cela. De plus, blessé à l'épaule? Justement. Eh bien, monsieur, il est toujours ici. Ah, pardieu, ma chère dame, dit d'Artagnan, en mettant pied à terre et en jetant la bride de son cheval au bras de Planchet. Vous me rendez la vie. Où est-il, ce cher Aramis, que je l'embrasse? Car, je l'avoue, j'ai hâte de le revoir. Pardon, monsieur, mais je doute qu'il puisse vous recevoir en ce moment. Pourquoi cela? Est-ce qu'il est avec une femme? J'ai dû, que dites-vous là? Le pauvre garçon. Non, monsieur, il n'est pas avec une femme. Et avec qui est-il donc? Avec le curé de Montdidier et le supérieur des jésuites d'Amiens. Mon Dieu! S'écria d'Artagnan, le pauvre garçon irait-il plus mal? Non, monsieur, au contraire, mais à la suite de sa maladie, la grâce l'a touché, et il s'est décidé à entrer dans les ordres. C'est juste, dit d'Artagnan. J'avais oublié qu'il n'était mousquetaire que par intérim. Monsieur insiste-t-il toujours pour le voir? Plus que jamais. Eh bien, monsieur n'a qu'à prendre l'escalier à droite dans la cour, au second, numéro 5. D'Artagnan s'élança dans la direction indiquée et trouva un de ces escaliers extérieurs comme nous en voyons encore aujourd'hui dans les cours des anciennes auberges. Mais on n'arrivait pas ainsi chez le futur abbé. Les défilés de la chambre d'Aramis étaient gardés, ni plus ni moins que les jardins d'Armide. Bazin stationnait dans le corridor et lui barra le passage avec d'autant plus d'intrépidité qu'après bien des années d'épreuves, Bazin se voyait enfin près d'arriver au résultat qu'il avait éternellement ambitionné. En effet, le rêve du pauvre Bazin avait toujours été de servir un homme d'église, et il attendait avec impatience le moment sans cesse entrevu dans l'avenir où Aramis jetterait enfin la casaque aux orties pour la soutane. La promesse renouvelée chaque jour par le jeune homme que le moment ne pouvait tarder l'avait seul retenu au service d'un mousquetaire, service dans lequel, disait-il, il ne pouvait manquer de perdre son âme. Bazin était donc au comble de la joie. Selon toute probabilité, cette fois son maître ne se dédirait pas. La réunion de la douleur physique à la douleur morale avait produit l'effet si longtemps désiré. Aramis, souffrant à la fois du corps et de l'âme, avait enfin arrêté sur la religion ses yeux et sa pensée, et il avait regardé comme un avertissement du ciel le double accident qui lui était arrivé, c'est-à-dire la disparition subite de sa maîtresse et sa blessure à l'épaule. On comprend que rien ne pouvait, dans la disposition où il se trouvait, être plus désagréable à Bazin que l'arrivée de d'Artagnan, laquelle pouvait rejeter son maître dans le tourbillon des idées mondaines qui l'avaient si longtemps entraîné. Il résolut donc de défendre bravement la porte, et comme, trahi par la maîtresse de l'auberge, il ne pouvait dire qu'Aramis était absent, il essaya de prouver au nouvel arrivant que ce serait le comble de l'indiscrétion que de déranger son maître dans la pieuse conférence qu'il avait entamée depuis le matin, et qui, au dire de Bazin, ne pouvait être terminée avant le soir. Mais d'Artagnan ne tint aucun compte de l'éloquent discours de maître Bazin, et comme il ne se souciait pas d'entamer une polémique avec le valet de son ami, il l'écarta tout simplement d'une main, et de l'autre il tourna le bouton de la porte numéro 5. La porte s'ouvrit, et d'Artagnan pénétra dans la chambre. Aramis, tout en noir, le chef accommodé d'une espèce de coiffure ronde et plate qui ne ressemblait pas mal à une calotte, était assis devant une table oblongue couverte de rouleaux de papier et d'énormes in-folios. À sa droite
était assis le supérieur des jésuites et à sa gauche le curé de Montdidier. Les rideaux étaient à demi clos et ne laissaient pénétrer qu'un jour mystérieux, ménagé par une béate rêverie. Tous les objets mondains qui peuvent frapper l'œil quand on entre dans la chambre d'un jeune homme, et surtout lorsque ce jeune homme est mousquetaire, avaient disparu comme par enchantement, et de peur sans doute que leur vue ne ramenât son maître aux idées de ce monde, Bazin avait fait main basse sur l'épée, les pistolets, le chapeau à plumes, les broderies et les dentelles de tout genre et de toute espèce. Mais en leur lieu et place, D'Artagnan crut apercevoir, dans un coin obscur comme une forme de discipline suspendue par un clou à la muraille. Au bruit que fit D'Artagnan en ouvrant la porte, Aramis leva la tête et reconnut son ami. Mais au grand étonnement du jeune homme, sa vue ne parut pas produire une grande impression sur le mousquetaire, tant son esprit était détaché des choses de la terre. Bonjour, cher D'Artagnan, dit Aramis. Croyez que je suis heureux de vous voir. Et moi aussi, dit D'Artagnan, quoique je ne sois pas encore bien sûr que ce soit à Aramis que je parle. À lui-même, mon ami, à lui-même. Mais qui a pu vous faire douter? J'avais peur de me tromper de chambre, et j'ai cru d'abord entrer dans l'appartement de quelque homme d'église. Puis une autre erreur m'a pris en vous trouvant en compagnie de ces messieurs. C'est que vous ne fussiez gravement malade. Les deux hommes noirs lancèrent sur D'Artagnan, dont ils comprirent l'intention, un regard presque menaçant. Mais D'Artagnan ne s'en inquiéta pas. Je vous trouble peut-être, mon cher Aramis, continua D'Artagnan, car d'après ce que je vois, je suis porté à croire que vous vous confessez à ces messieurs. Aramis rougit imperceptiblement. Vous me troublez? Oh, bien au contraire, mon cher ami, je vous le jure, et comme preuve de ce que je dis, permettez-moi de me réjouir en vous voyant sain et sauf. Ah, il y vient enfin, pensa D'Artagnan, ce n'est pas malheureux. Car monsieur, qui est mon ami, vient d'échapper à un rude danger, continua Aramis, avec onction, en montrant de la main d'Artagnan aux deux ecclésiastiques. Louez Dieu, monsieur, répondirent ceux-ci en s'inclinant à l'unisson. Je n'y ai pas manqué, mes révérends, répondit le jeune homme en leur rendant leur salut à son tour. Vous arrivez à propos, cher D'Artagnan, dit Aramis, et vous allez, en prenant part à la discussion, l'éclairer de vos lumières. Monsieur le principal d'Amiens, monsieur le curé de Montdidier et moi, nous argumentons sur certaines questions théologiques dont l'intérêt nous captive depuis longtemps. Je serais charmé d'avoir votre avis. L'avis d'un homme d'épée est bien dénudé de poids, répondit D'Artagnan, qui commençait à s'inquiéter de la tournure que prenaient les choses. Et vous pouvez vous en tenir, croyez-moi, à la science de ces messieurs. Les deux hommes noirs saluèrent à leur tour. Au contraire, reprit Aramis, et votre avis nous sera précieux. Voici de quoi il s'agit. Monsieur le principal croit que ma thèse doit être surtout dogmatique et didactique. Votre thèse, vous faites donc une thèse? Sans doute, répondit le jésuite, pour l'examen qui précède l'ordination. Une thèse est de rigueur. L'ordination, s'écria D'Artagnan, qui ne pouvait croire à ce que lui avaient dit successivement l'hôtesse et Bazin. L'ordination. Et il promenait ses yeux stupéfaits sur les trois personnages qu'il avait devant lui. Or, continua Aramis, en prenant sur son fauteuil la même pose gracieuse que s'il eût été dans une ruelle, et en examinant avec complaisance sa main blanche et potelée comme une main de femme, qu'il tenait en l'air pour en faire descendre le sang. Or, comme vous l'avez entendu, D'Artagnan, monsieur le principal voudrait que ma thèse fût dogmatique, tandis que je voudrais, moi, qu'elle fût idéale. C'est donc pourquoi monsieur le principal me proposait ce sujet qui n'a point encore été traité, et dans lequel je reconnais qu'il y a matière à de magnifiques développements. Utraque manus in benedicendo clericis inferioribus necessaria est. D'Artagnan, dont nous connaissons l'érudition, ne sourcilla pas plus à cette citation qu'à celle que lui avait faite M. de Tréville à propos des présents qu'il prétendait que le jeune homme avait reçus de M. de Buckingham. Ce qui veut dire, reprit Aramis,
pour lui donner toute facilité, les deux mains sont indispensables aux prêtres des ordres inférieurs quand ils donnent la bénédiction. Admirable sujet, s'écria le jésuite. Admirable et dogmatique, répéta le curé, qui, de la force de D'Artagnan à peu près sur le latin, surveillait soigneusement le jésuite pour emboîter le pas avec lui et répéter ses paroles comme un écho. Quant à D'Artagnan, il demeura parfaitement indifférent à l'enthousiasme des deux hommes noirs. Oui, admirable. Prorsus admirabile, continua Aramis, mais qui exige une étude approfondie des pères et des écritures. Or, j'ai avoué à ces savants ecclésiastiques, et cela en toute humilité, que les veilles des corps de garde et le service du roi m'avaient fait un peu négliger l'étude. Je me trouverai donc plus à mon aise, facilius natans, dans un sujet de mon choix, qui serait à ces rudes questions théologiques ce que la morale est à la métaphysique en philosophie. D'Artagnan s'ennuyait profondément, et le curé aussi. Voyez quel exorde, s'écria le jésuite. Exordium, répéta le curé pour dire quelque chose. Quem ad mundum inter celorum immensitatem. Aramis jeta un coup d'œil de côté sur D'Artagnan, et il vit que son ami bâillait à se démonter la mâchoire. Parlons français, mon père, dit-il au jésuite. Monsieur d'Artagnan goûtera plus vivement nos paroles. Oui, je suis fatigué de la route, dit D'Artagnan, et tout ce latin m'échappe. D'accord, dit le jésuite un peu dépité, tandis que le curé, transporté d'aise, tournait sur D'Artagnan un regard plein de reconnaissance. Eh bien, voyez le parti qu'on tirerait de cette glose. Moïse, serviteur de Dieu, il n'est que serviteur, entendez-vous bien, Moïse bénit avec les mains. Il se fait tenir les deux bras, tandis que les Hébreux battent leurs ennemis. Donc, il bénit avec les deux mains. D'ailleurs, que dit l'Évangile? Imponite manus, et non pas manum. Imposez les mains, et non pas la main. Imposez les mains, répéta le curé en faisant un geste. À Saint-Pierre, au contraire, de qui les papes sont successeurs, continua le jésuite, porrique digitos, présentez les doigts. Y êtes-vous maintenant? Certes, répondit Aramis en se délectant, mais la chose est subtile. Les doigts, reprit le jésuite. Saint-Pierre bénit avec les doigts. Le pape bénit donc aussi avec les doigts. Et avec combien de doigts bénit-il? Avec 3 doigts, un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. Tout le monde se signa. D'Artagnan crut devoir imiter cet exemple. Le pape est successeur de Saint-Pierre et représente les 3 pouvoirs divins. Le reste, ordines inferiores de la hiérarchie ecclésiastique, bénit par le nom des saints archanges et des anges. Les plus humbles clercs, tels que nos diacres et sacristains, bénissent avec les goupillons, qui simulent un nombre infini de doigts bénissants. Voilà le sujet simplifié. Argumentum omni denudatum, ornamento. Je ferai avec cela, continua le jésuite, 2 volumes de la taille de celui-ci. Et dans son enthousiasme, il frappait sur le saint Chrysostome in folio qui faisait plier la table sous son poids. D'Artagnan frémit. Certes, dit Aramis, je rends justice aux beautés de cette thèse, mais en même temps je la reconnais écrasante pour moi. J'avais choisi ce texte, dites-moi, cher D'Artagnan, s'il n'est point de votre goût. Non inutile est desiderium enoblatione. Ou mieux encore, un peu de regret ne messied pas dans une offrande au Seigneur. Halte là, s'écria le jésuite, car cette thèse frise l'hérésie. Il y a une proposition presque semblable dans l'Augustinus de l'hérésiarque Jansénius, dont tôt ou tard le livre sera brûlé par les mains du bourreau. Prenez garde, mon jeune ami, vous penchez vers les fausses doctrines. Mon jeune ami, vous vous perdrez. Vous vous perdrez, dit le curé en secouant douloureusement la tête. Vous touchez à ce fameux point du libre arbitre, qui est un écueil mortel. Vous abordez de front les insinuations des pélagiens et des demi-pélagiens. Mais, mon révérend, reprit Aramis, quelque peu abasourdi de la grêle d'arguments qui lui tombait sur la tête. Comment prouverez-vous, continua le jésuite, sans lui donner le temps de parler,
que l'on doit regretter le monde lorsqu'on s'offre à Dieu. Écoutez ce dilemme. Dieu est Dieu, et le monde est le diable. Regretter le monde, c'est regretter le diable. Voilà ma conclusion. Et la mienne aussi, dit le curé. Mais de grâce, reprit Aramis. Desideras diabolum, infortuné, s'écria le jésuite. Il regrette le diable. Ah, mon jeune ami, reprit le curé en gémissant, ne regrettez pas le diable, c'est moi qui vous en supplie. D'Artagnan tournait à l'idiotisme. Il lui semblait être dans une maison de fous, et qu'il allait devenir fou comme ceux qu'il voyait. Seulement, il était forcé de se taire, ne comprenant point la langue qui se parlait devant lui. Mais écoutez-moi donc, reprit Aramis, avec une politesse sous laquelle commençait à percer un peu d'impatience. Je ne dis pas que je regrette, non, je ne prononcerai jamais cette phrase qui ne serait pas orthodoxe. Le jésuite leva les bras au ciel, et le curé en fit autant. Non mais, convenez au moins qu'on a la mauvaise grâce de n'offrir au Seigneur que ce dont on est parfaitement dégoûté. Ai-je raison, d'Artagnan? Je le crois par Dieu bien, s'écria celui-ci. Le curé et le jésuite firent un bond sur leurs chaises. Voici mon point de départ, c'est un syllogisme. Le monde ne manque pas d'attrait. Je quitte le monde, donc je fais un sacrifice. Or l'Écriture dit positivement, faites un sacrifice au Seigneur. C'est vrai, dirent les antagonistes. Et puis, continua Aramis en se pinçant l'oreille pour la rendre rouge, comme il se secouait les mains pour les rendre blanches, et puis j'ai fait certains rondeaux là-dessus que je communiquai à monsieur Voiture l'an passé, et duquel ce grand homme m'a fait 1000 compliments. Un rondeau, fit dédaigneusement le jésuite. Un rondeau, dit machinalement le curé. Dites, dites, s'écria d'Artagnan, cela nous changera quelque peu. Non, car il est religieux, répondit Aramis, et c'est de la théologie en vers. Diable, fit d'Artagnan. Le voici, dit Aramis, d'un petit air modeste qui n'était pas exempt d'une certaine teinte d'hypocrisie. Vous, qui pleurez un passé plein de larmes, et qui traînez des jours infortunés, tous vos malheurs se verront terminés, quand à Dieu seul vous offrirez vos larmes, vous qui pleurez. D'Artagnan et le curé parurent flattés. Le jésuite persista dans son opinion. Gardez-vous du goût profane dans le style théologique. Que dit en effet saint Augustin? Severus sit clericorum sermo. Oui, que le sermon soit clair, dit le curé. Or, se hâta d'interrompre le jésuite en voyant que son acolyte se fourvoyait. Or, votre thèse plaira aux dames, voilà tout. Elle aura le succès d'une plaidoirie de maître Patru. Plaise à Dieu, s'écria Aramis transporté. Vous le voyez, s'écria le jésuite, le monde parle encore en vous à haute voix. Altissima voce. Vous suivez le monde, mon jeune ami, et je tremble que la grâce ne soit point efficace. Rassurez-vous, mon révérend, je réponds de moi. Présomption mondaine. Je me connais, mon père. Ma résolution est irrévocable. Alors, vous vous obstinez à poursuivre cette thèse? Je me sens appelé à traiter celle-là, et non pas une autre. Je vais donc la continuer, et demain, j'espère que vous serez satisfait des corrections que j'y aurai faites d'après vos avis. Travaillez lentement, dit le curé. Nous vous laissons dans des dispositions excellentes. Oui, le terrain est tout ensemencé, dit le jésuite, et nous n'avons pas à craindre qu'une partie du grain ne soit tombée sur la pierre, l'autre le long du chemin, et que les oiseaux du ciel n'aient mangé le reste. Aves celi comederent iliam. Que la peste t'étouffe avec ton latin, dit d'Artagnan, qui se sentait au bout de ses forces. Adieu, mon fils, dit le curé. À demain. À demain, jeune téméraire, dit le jésuite. Vous promettez d'être une des lumières de l'Église. Veuille le ciel que cette lumière ne soit pas un feu dévorant. D'Artagnan, qui pendant 1 heure s'était rongé les ongles d'impatience, commençait à attaquer la chair. Les 2 hommes noirs se levèrent, saluèrent Aramis et d'Artagnan, et s'avancèrent vers la porte. Bazin, qui s'était tenu debout et qui avait écouté toute cette conversation avec une pieuse jubilation,
s'élança vers eux, prit le bréviaire du curé, le missel du jésuite, et marcha respectueusement devant eux pour leur frayer le chemin. Aramis les conduisit jusqu'au bas de l'escalier et remonta aussitôt près de D'Artagnan, qui rêvait encore. Restés seuls, les deux amis gardèrent d'abord un silence embarrassé. Cependant, il fallait que l'un des deux le rompît le premier, et comme D'Artagnan paraissait décidé à laisser cet honneur à son ami, vous le voyez, dit Aramis, vous me trouvez revenu à mes idées fondamentales. Oui, la grâce efficace vous a touché, comme disait ce monsieur tout à l'heure. Oh, ces plans de retraite sont formés depuis longtemps, et vous m'en avez déjà ouï parler, n'est-ce pas, mon ami? Sans doute, mais je vous avoue que j'ai cru que vous plaisantiez. Avec ces sortes de choses. Oh, D'Artagnan! Dame, on plaisante bien avec la mort. Et l'on a tort, D'Artagnan, car la mort, c'est la porte qui conduit à la perdition ou au salut. D'accord, mais s'il vous plaît, ne théologisons pas, Aramis. Vous devez en avoir assez pour le reste de la journée. Quant à moi, j'ai à peu près oublié le peu de latin que je n'ai jamais su. Puis, je vous l'avouerai, je n'ai rien mangé depuis ce matin 10 heures, et j'ai une faim de tous les diables. Nous dînerons tout à l'heure, cher ami. Seulement, vous vous rappellerez que c'est aujourd'hui vendredi. Or, dans un pareil jour, je ne puis ni voir ni manger de la chair. Si vous voulez vous contenter de mon dîner, il se compose de tétragones cuits et de fruits. Qu'entendez-vous par tétragones? Demanda D'Artagnan avec inquiétude. J'entends des épinards, reprit Aramis, mais pour vous, j'ajouterai des œufs. Et c'est une grave infraction à la règle, car les œufs sont viande, puisqu'ils engendrent le poulet. Ce festin n'est pas succulent, mais n'importe. Pour rester avec vous, je le subirai. Je vous suis reconnaissant du sacrifice, dit Aramis, mais s'il ne profite pas à votre corps, il profitera, soyez-en certains, à votre âme. Ainsi, décidément, Aramis, vous entrez en religion. Que vont dire nos amis? Que va dire M. de Tréville? Ils vous traiteront de déserteur, je vous en préviens. Je n'entre pas en religion, j'y rentre. C'est l'église que j'avais désertée pour le monde, car vous savez que je me suis fait violence pour prendre la casaque de mousquetaire. Moi, je n'en sais rien. Vous ignorez comment j'ai quitté le séminaire? Tout à fait. Voici mon histoire. D'ailleurs, les Écritures disent « Confessez-vous les uns aux autres ». Et je me confesse à vous, D'Artagnan. Et moi, je vous donne l'absolution d'avance. Vous voyez que je suis bon homme. Ne plaisantez pas avec les choses saintes, mon ami. Alors dites, je vous écoute. J'étais donc au séminaire depuis l'âge de 9 ans. J'en avais 20 dans 3 jours. J'allais être abbé, et tout était dit. Un soir que je me rendais, selon mon habitude, dans une maison que je fréquentais avec plaisir. On est jeune, que voulez-vous, on est faible. Un officier, qui me voyait d'un œil jaloux lire les vies des saints à la maîtresse de la maison, entra tout à coup sans être annoncé. Justement ce soir-là, j'avais traduit un épisode de Judith, et je venais de communiquer mes vers à la dame qui me faisait toutes sortes de compliments, et penchée sur mon épaule, les relisait avec moi. La pause, qui était quelque peu abandonnée, je l'avoue, blessa cet officier. Il ne dit rien, mais lorsque je sortis, il sortit derrière moi, et me rejoignant, monsieur l'abbé, dit-il, aimez-vous les coups de canne? Je ne puis le dire, monsieur, répondis-je, personne n'ayant jamais osé m'en donner. Eh bien, écoutez-moi, monsieur l'abbé, si vous retournez dans la maison où je vous ai rencontré ce soir, j'oserai, moi. Je crois que j'eus peur, je devins fort pâle, je sentis les jambes qui me manquaient, je cherchais une réponse que je ne trouvais pas, je me tus. L'officier attendait cette réponse, et voyant qu'elle tardait, il se mit à rire, me tourna le dos et rentra dans la maison. Je rentrai au séminaire. Je suis bon gentilhomme et j'ai le sang vif, comme vous avez pu le remarquer, mon cher D'Artagnan. L'insulte était terrible, et tout inconnue qu'elle était restée au monde, je la sentais vivre et remuer au fond de mon cœur. Je déclarai à mes supérieurs que je ne me sentais pas suffisamment préparé pour l'ordination, et sur ma demande,
on remit la cérémonie à 1 an. J'allai trouver le meilleur maître d'armes de Paris. Je fis condition avec lui pour prendre une leçon d'escrime chaque jour, et chaque jour, pendant 1 année, je pris cette leçon. Puis, le jour anniversaire de celui où j'avais été insulté, j'accrochai ma soutane à un clou, je pris un costume complet de cavalier, et je me rendis à un bal que donnait une dame de mes amies, et où je savais que devait se trouver mon homme. C'était rue des Francs-Bourgeois, tout près de la Force. En effet, mon officier y était. Je m'approchai de lui, comme il chantait un laid d'amour en regardant tendrement une femme, et je l'interrompis au beau milieu du second couplet. Monsieur, lui dis-je, vous déplaît-il toujours que je retourne dans certaines maisons de la rue Payenne, et me donnerez-vous encore des coups de canne s'il me prend fantaisie de vous désobéir? L'officier me regarda avec étonnement, puis il dit: que me voulez-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Je suis, répondis-je, le petit abbé qui lit les vies des saints et qui traduit Judith en vers. Ah, ah, je me rappelle, dit l'officier en goguenardant. Que me voulez-vous? Je voudrais que vous eussiez le loisir de venir faire un tour de promenade avec moi. Demain matin, si vous le voulez bien, et ce sera avec le plus grand plaisir. Non, pas demain matin, s'il vous plaît, tout de suite. Si vous l'exigez absolument, mais oui, je l'exige. Alors sortons. Mesdames, dit l'officier, ne vous dérangez pas, le temps de tuer monsieur seulement, et je reviens vous achever le dernier couplet. Nous sortîmes. Je le menai rue Payenne, juste à l'endroit où 1 an auparavant, heure pour heure, il m'avait fait le compliment que je vous ai rapporté. Il faisait un clair de lune superbe. Nous mîmes l'épée à la main, et à la première passe, je le tuai raide. Diable, fit D'Artagnan. Or, continua Aramis, comme les dames ne virent pas revenir leur chanteur, et qu'on le trouva rue Payenne avec un grand coup d'épée au travers du corps, on pensa que c'était moi qui l'avais accommodé ainsi, et la chose fit scandale. Je fus donc pour quelque temps forcé de renoncer à la soutane. Athos, dont je fis la connaissance à cette époque, et Porthos, qui m'avait, en dehors de mes leçons d'escrime, appris quelques bottes gaillardes, me décidèrent à demander une casaque de mousquetaire. Le roi avait fort aimé mon père, tué au siège d'Arras, et l'on m'accorda cette casaque. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui le moment est venu pour moi de rentrer dans le sein de l'Église. Et pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier, et que demain? Que vous est-il donc arrivé aujourd'hui qui vous donne de si méchantes idées? Cette blessure, mon cher D'Artagnan, m'a été un avertissement du ciel. Cette blessure? Bah, elle est à peu près guérie, et je suis sûr qu'aujourd'hui ce n'est pas celle-là qui vous fait le plus souffrir. Et laquelle? Demanda Aramis en rougissant. Vous en avez une au cœur, Aramis, une plus vive et plus sanglante, une blessure faite par une femme. L'œil d'Aramis étincela malgré lui. Ah, dit-il en dissimulant son émotion sous une feinte négligence, ne parlez pas de ces choses-là, moi penser à ces choses-là, avoir des chagrins d'amour, vanitas vanitatum. Me serais-je donc, à votre avis, retourné la cervelle, et pour qui? Pour quelque grisette, pour quelque fille de chambre, à qui j'aurais fait la cour dans une garnison? Fi. Pardon, mon cher Aramis, mais je croyais que vous portiez vos visées plus haut. Plus haut? Et que suis-je pour avoir tant d'ambition? Un pauvre mousquetaire fort gueux et fort obscur, qui hait les servitudes, et qui se trouve grandement déplacé dans le monde. Aramis, Aramis, s'écria D'Artagnan, en regardant son ami avec un air de doute. Poussière, je rentre dans la poussière. La vie est pleine d'humiliation et de douleur, continua-t-il en s'assombrissant. Tous les fils qui la rattachent au bonheur se rompent tour à tour dans la main de l'homme, surtout les fils d'or. Oh, mon cher D'Artagnan, reprit Aramis en donnant à sa voix une légère teinte d'amertume, croyez-moi, cachez bien vos plaies quand vous en aurez. Le silence est la dernière des joies des malheureux. Gardez-vous de mettre qui que ce soit sur la trace de vos douleurs. Les curieux pompent nos larmes,
comme les mouches font du sang d'un daim blessé. Hélas, mon cher Aramis, dit D'Artagnan, en poussant à son tour un profond soupir, c'est mon histoire à moi-même que vous faites là. Comment? Oui, une femme que j'aimais, que j'adorais, vient de m'être enlevée de force. Je ne sais pas où elle est, où on l'a conduite. Elle est peut-être prisonnière, elle est peut-être morte. Mais vous avez au moins cette consolation de vous dire qu'elle ne vous a pas quitté volontairement, que si vous n'avez point de ses nouvelles, c'est que toute communication avec vous lui est interdite, tandis que... Rien, reprit Aramis, rien. Ainsi, vous renoncez à jamais au monde. C'est un parti pris, une résolution arrêtée? À tout jamais. Vous êtes mon ami aujourd'hui. Demain, vous ne serez plus pour moi qu'une ombre. Ou plutôt même, vous n'existerez plus. Quant au monde, c'est un sépulcre, et pas autre chose. Diable, c'est fort triste ce que vous me dites là. Que voulez-vous? Ma vocation m'attire, elle m'enlève. D'Artagnan sourit et ne répondit point. Aramis continua. Et cependant, tandis que je tiens encore à la terre, j'eusse voulu vous parler de vous, de vos amis. Et moi, dit D'Artagnan, j'eusse voulu vous parler de vous-même, mais je vous vois si détaché de tout. Les amours, vous en faites fi, les amis sont des ombres, le monde est un sépulcre. Hélas, vous le verrez par vous-même, dit Aramis avec un soupir. N'en parlons donc plus, dit D'Artagnan, et brûlons cette lettre qui, sans doute, vous annonçait quelque nouvelle infidélité de votre grisette ou de votre fille de chambre. Quelle lettre? S'écria vivement Aramis. Une lettre qui était venue chez vous en votre absence et qu'on m'a remise pour vous. Mais de qui cette lettre? Ah, de quelque suivante éplorée, de quelque grisette au désespoir, la fille de chambre de madame de Chevreuse peut-être, qui aura été obligée de retourner à Tours avec sa maîtresse, et qui, pour se faire pimpante, aura pris du papier parfumé et aura cacheté sa lettre avec une couronne de duchesse. Que dites-vous là? Tiens, je l'aurais perdue, dit sournoisement le jeune homme, en faisant semblant de chercher. Heureusement que le monde est un sépulcre, que les hommes, et par conséquent les femmes, sont des ombres, que l'amour est un sentiment dont vous faites fi. Ah, D'Artagnan, D'Artagnan, s'écria Aramis, tu me fais mourir. Enfin, la voici, dit D'Artagnan, et il tira la lettre de sa poche. Aramis fit un bond, saisit la lettre, la lut, ou plutôt la dévora. Son visage rayonnait. Il paraît que la suivante a un beau style, dit nonchalamment le messager. Merci, D'Artagnan, s'écria Aramis, presque en délire. Elle a été forcée de retourner à Tours. Elle ne m'est pas infidèle. Elle m'aime toujours. Viens, mon ami, viens que je t'embrasse. Le bonheur m'étouffe. Et les deux amis se mirent à danser autour du vénérable saint Chrysostome, piétinant bravement les feuillets de la thèse qui avaient roulé sur le parquet. En ce moment, Bazin entrait avec les épinards et l'omelette. Fuis, malheureux, s'écria Aramis en lui jetant sa calotte au visage. Retourne d'où tu viens, remporte ces horribles légumes et cet affreux entremets. Demande un lièvre piqué, un chapon gras, un gigot à l'ail et 4 bouteilles de vieux Bourgogne. Bazin, qui regardait son maître et qui ne comprenait rien à ce changement, laissa mélancoliquement glisser l'omelette dans les épinards, et les épinards sur le parquet. Voilà le moment de consacrer votre existence au roi des rois, dit D'Artagnan, si vous tenez à lui faire une politesse. Non inutile desiderium in annulatione. Allez-vous-en au diable avec votre latin, mon cher D'Artagnan. Buvons, morbleu. Buvons frais, buvons beaucoup, et racontez-moi un peu ce qu'on fait là-bas. Fin du chapitre 26.